Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous ce matin pendant une semaine de relâche ou pré-semaine de relâche pour certains. Ça fait plaisir d'être avec vous pour parler des ODD au Québec dans le cadre de la conférence Together Ensemble. Donc, Charles Baudry, je suis un des co-organisateurs de la séance ce matin. Je vais céder la parole très rapidement à notre modérateur pour la journée, mais je tenais quand même à remercier tous les participants qui se joignent à nous ce matin, ainsi qu'à la conférence de Together Ensemble, des organisateurs, l'Université de Waterloo et SDSN Canada, qui nous permettent d'organiser cet événement parallèle dans le cadre de la conférence nationale des ODD. Un grand merci à tous. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre animateur pour la séance de ce matin, Olivier Riffon, qui est professeur en éco-conseil et chercheur à l'Université du Québec à Chicoutimi, un grand expert de la transition socio-écologique au Québec. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir accepté notre invitation pour modérer la séance ce matin. Puis, je te laisse nous présenter les grands objectifs de la journée, ou plutôt de la matinée, ainsi qu'un peu le déroulement de tout ça. À toi la parole. Merci beaucoup, Charles. Merci à tous et à toutes, tant pour les panélistes et les participants et participantes d'être là avec nous ce matin. Ça me fait plaisir d'agir à titre d'animateur, modérateur de la séance qu'on a ce matin. La séance va durer environ 1h30. Vous allez voir quand même qu'on a plusieurs intervenants et intervenantes qui vont vous parler, donc ça va rouler assez rondement. Les objectifs qu'on avait identifiés pour cet événement-là, c'était de vous illustrer quelques éléments qui démontrent l'avancement de la mise en œuvre des ODD au Québec et au Canada. On avait aussi comme objectif de démarrer un genre de communauté de pratique, en fait, québécoise, voire canadienne, multisectorielle, pour accélérer la mise en œuvre des ODD. Et on voulait aussi initier aujourd'hui l'élaboration d'une feuille de route collective, donc insister un peu sur l'importance de collaborer, de travailler ensemble pour la mise en œuvre au Québec, au Canada, des ODD. Puis ce qu'on veut peut-être que vous reteniez de la séance de ce matin, c'est l'importance de mutualiser nos efforts, nos réseaux, nos ressources pour justement optimiser la mise en œuvre des ODD au Québec. Donc, comment ça va fonctionner? Il y a en gros 2 blocs de présentation. Dans un premier temps, il y a l'ensemble des membres du comité organisateur de l'événement de ce matin qui vont vous présenter leur organisation, leurs actions en matière de mise en œuvre des ODD et aussi l'importance qu'ils accordent à la mutualisation, à la collaboration intersectorielle. Donc, on aura à ce moment-là 6 intervenants qui vont vous parler environ 5 minutes chacun. On aura ensuite, dans le deuxième bloc, différentes initiatives québécoises, surtout de mise en œuvre des ODD dans différents secteurs. Donc, on aura à ce moment-là 4 panélistes qui vont prendre environ 7-8 minutes chacun et chacune pour vous présenter les actions qui sont mises en œuvre dans leurs organisations, dans leur secteur. Et à la fin, on va présenter rapidement les prochaines étapes, les prochaines rencontres pour l'élaboration d'une feuille de route collective. Donc, ça va ressembler à ça. Je pense que c'est important de vous mentionner que vu le temps qui est serré aujourd'hui et le nombre de personnes qui vont vous faire des présentations et aussi la nature de l'activité, donc par Zoom en virtuel, on n'a pas axé l'atelier d'aujourd'hui sur les échanges et la co-construction de la feuille de route. Il y aura d'autres occasions qui viendront dans les prochains mois pour travailler plus en mode co-construction, échange et collaboration. Ce qu'on voulait plutôt faire ce matin, c'est une tentative d'état des lieux ou de démonstration des actions qui sont mises en œuvre présentement pour les ODD et insister encore une fois sur la pertinence de la collaboration dans l'établissement d'une feuille de route commune. Donc, c'est surtout des présentations un peu descendantes que vous aurez ce matin. Donc, voilà un peu le plan de match qui nous attend pour la prochaine heure et demie. Donc, merci encore à tous et à toutes d'être présents avec nous pour écouter les différents intervenants et intervenantes qui vont vous parler. Donc, c'est ça, le contexte étant présenté, je propose qu'on plonge déjà dans le premier bloc de présentation.
Donc, c'est le comité organisateur de l'événement de ce matin qui va vous parler. Ce comité organisateur-là est engagé depuis plusieurs années dans la promotion des ODD au Québec, au Canada et dans la francophonie. Plusieurs actions dans leurs organisations ont déjà été mises en œuvre. Le comité organisateur a vu dans le renouvellement imminent de la stratégie gouvernementale québécoise de développement durable qui va tenir compte des ODD, une opportunité de réunir plusieurs acteurs qui sont concernés par le développement durable et la mise en œuvre des ODD au Québec. Donc, ce que ces 6 personnes-là vont vous présenter un peu, c'est leur organisation, peut-être quelques actions et projets qui sont déjà mis en œuvre dans leurs organisations. On leur a demandé aussi d'insister sur les avantages qu'ils pourraient tirer d'une collaboration intersectorielle, de l'élaboration d'une feuille de route et de nous expliquer pourquoi ils jugent ou elles jugent que c'est un bon moment maintenant de se réunir et de travailler ensemble. Donc, c'est un peu le mot d'ordre qu'on leur a donné. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le premier panéliste. Donc, vous l'avez déjà entendu, il s'agit de Charles Baudry, qui représente l'organisation Accélérer 2030. Donc, Charles, la parole est à toi. Merci, merci beaucoup, Olivier. Gros mandat de répondre à ces questions-là en 4-5 minutes. Mais vous savez, c'est intéressant ce matin d'être un aussi gros éventail en fait d'intervenants et de participants. Je pense que ça démontre un peu l'évolution des ODD au Québec. Je fais un parallèle avec quand Accélérer 2030 a été lancé, donc l'organisme que je représente, c'est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion des objectifs de développement durable au Québec, au Canada et en francophonie. On a lancé, en fait, à la dernière conférence de Together Ensemble. Donc, on boucle un petit peu la boucle depuis ce dernier événement-là. Puis, la raison pourquoi l'organisme a été créé, c'était en 2018-2019. On réalisait qu'au Québec, on parlait peu des objectifs de développement durable et on n'avait pas de plan nécessairement provincial pour les mettre en œuvre et les accélérer finalement. Donc, on a créé un mouvement, un consortium d'organisations et de réseaux pour accélérer un peu le maillage entre les partenariats, entre les différents réseaux engagés dans l'atteinte des ODD. Donc, tout ça faisait partie un peu de la consultation canadienne en vue de la stratégie nationale pour les objectifs de développement durable. Donc ça, c'était il y a 3 ans. On parlait peu des objectifs de développement durable. On a vu une opportunité de rassembler un peu les forces vives. Et moi, aujourd'hui, je suis super content, en fait, de pouvoir être autour de la table avec plusieurs organisations qui sont vraiment engagées dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Je pense qu'on n'a jamais été à un aussi bon moment, en fait, pour réunir les acteurs pour une feuille de route. Donc, lorsque je parle, pour répondre à la partie quels sont les avantages de travailler de manière intersectorielle. Je pense que ce qu'on n'avait pas il y a 2-3 ans, quand le mouvement des ODD a peut-être pris racine là, un petit peu plus au Québec, c'était des acteurs qui sont engagés à les mettre en œuvre et deux, des directives ou plutôt un plan d'action provincial pour aider à les accélérer. Donc, tu l'as dit, Olivier, un renouvellement imminent d'une stratégie gouvernementale en développement durable. C'est une stratégie sur 5 ans qui va tenir compte des ODD. Donc, c'est la première fois. Le Québec va être une des premières juridictions ou régions au niveau mondial qui va adopter un plan d'action sur les objectifs de développement durable. Donc, je trouve ça super intéressant qu'on puisse organiser un événement québécois parce que je pense que le momentum, en fait, est maintenant pour se dire qu'on va travailler ensemble pour accélérer les objectifs de développement durable. Du côté d'Accélérer 2030, qu'est-ce que ça signifie? Ça fait 3 ans maintenant qu'on favorise un peu l'adoption et la promotion des ODD dans différents secteurs d'activité. Donc, évidemment, on veut continuer à jouer un rôle clé de coordination et de maillage entre tous les réseaux sectoriels. Donc, plus prochainement, on va lancer une nouvelle phase de planification stratégique pour l'organisme, un petit peu plus ouverte. Donc, quand on pense à une feuille de route collective, ce n'est pas quelque chose qu'un organisme peut mener seul. Je pense qu'on a établi les bases depuis 3 ans avec un espèce de plan d'action préliminaire
pour accélérer les ODD au Québec. Donc, c'est ce sur quoi on s'est concentré. Maintenant, on arrive à une étape où est-ce que les acteurs ont été identifiés, il y a des nouvelles initiatives qui émergent un peu partout au Québec et on a une stratégie gouvernementale qui va tenir compte des objectifs de développement durable. Donc, le moment est vraiment parfait pour réunir les acteurs. Et j'encourage donc les participants aujourd'hui à la séance de manifester leur intérêt à faire partie du consortium d'Accélérer 2030, simplement en s'inscrivant avec notre site web et s'assurer de ne pas manquer en fait les prochaines étapes de la co-construction de cette feuille de route. Je pense qu'aujourd'hui est quand même un moment clé dans disons, l'historique des objectifs de développement durable au Québec, c'est-à-dire qu'on tu l'as dit, Olivier, on fait une démonstration. Donc, c'est vraiment un moment pour dire le ground zero, si on veut, d'une feuille de route qui va être davantage collective pour d'ici 2030. Donc, je ne m'éterniserai pas plus longtemps. Je pense qu'on a beaucoup d'intervenants, puis je remercie tout le monde qui a accepté de participer à l'événement. Et merci. Donc, je te relance la balle, Olivier, et bon événement à tous. Merci beaucoup, Charles, de ce premier mot d'introduction. Donc, notez en fait tous les participants et participantes que vous êtes invités à manifester votre intérêt à continuer le travail collectif là, après l'événement d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à Liliana Diaz, qui est coordonnatrice scientifique à l'Institut EDS à l'Université Laval. Liliana? Merci beaucoup, Olivier. Oui, je suis très heureuse d'être ici et de réunir virtuellement tous ces acteurs, toutes ces initiatives, parce que vraiment, on veut que le Together devienne comme un rendez-vous de plus en plus large pour tous ceux qui veulent se mobiliser autour des ODD. Et si on veut revenir rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Institut EDS regroupe plus d'une centaine de chercheurs de toutes les facultés, presque toutes les facultés de l'Université Laval. Et depuis l'adoption des ODD, on travaille là-dessus pour rapprocher le monde de la recherche et le monde académique des besoins sur le terrain et voir comment cette convergence peut accélérer et faciliter l'atteinte des ODD. La compréhension aussi, parce qu'effectivement, Charles soulignait il y a quelques années, on n'entendait pas beaucoup parler. Peut-être que maintenant, on entend plus, mais comprendre ce que ça veut dire et s'approprier vraiment de toutes ces dimensions, ces enjeux et cette complexité de ce comporte le cadre des ODD, c'est tout un défi. Donc, c'est clair que le milieu académique peut jouer un rôle, mais pas uniquement dans le rôle classique de formation, qui est évidemment sa principale mission, aussi en développant des solutions à partir de la recherche, puis par des maillages institutionnels, faciliter la mise en œuvre de ces solutions, parce que c'est plusieurs étapes nécessaires pour vraiment arriver à accélérer cette transition, cet ensemble de transitions qu'on cherche. Donc, il y a tout un rôle qu'on a vu à travers le travail qu'on a fait ces dernières années, dans le cadre de ce qu'on appelle la démarche intégrée EDS, qui vise justement à chercher des maillages puis meilleurs mécanismes pour faciliter ces rapprochements. Donc, on voit l'intérêt de différents secteurs, le secteur de la recherche, les étudiants, le besoin de nouvelles formations, comment le secteur de la recherche veut s'approprier les ODD, mais c'est aussi un défi parce que ça implique de travailler de plus en plus de manière interdisciplinaire, de manière intersectorielle. Ça implique tous les acteurs qu'on a vus dans les 2 dernières journées se prononcer, se mobiliser autour des ODD, le secteur privé aussi avec énormément d'initiatives. Mais on a vu ressortir disons, très, très fortement l'importance de ce qu'on appelle la localisation, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre les objectifs de développement durable si on ne fait pas un effort de traduire que chacune des cibles, des 169 cibles, peuvent vouloir dire dans mon contexte concret, proche de la vie quotidienne des citoyens.
Et c'est un effort qu'on peut pas, on peut pas faire l'économie de cet effort. Donc, c'est un processus pour lequel également on pense que les universités, le secteur académique a un rôle à jouer. Donc, l'Institut EDS, on est très heureux de pouvoir annoncer qu'on a commencé à travailler sur un projet d'accompagnement des municipalités pour ce processus d'appropriation. Donc, pourquoi maintenant? Bien, maintenant, on a les moyens aussi pour pouvoir réaliser beaucoup de projets et d'idées qu'on a développées dans les dernières années. Et maintenant aussi, on a compris que les ODD, c'est clair que ce n'est pas une solution miracle, mais ça permet aussi de traverser des crises comme on a traversé avec la pandémie et en cherchant à répondre autrement. Donc, s'il y a 5 ans, on parlait de faire du développement autrement, bien maintenant, on parle de comment on traverse les crises autrement. Et on fait face à une nouvelle crise actuellement, une crise d'une autre nature. On a une menace de guerre que je pense que tout le monde prend au sérieux. Et ben, j'ai entendu beaucoup de voix ces 2 jours se prononcer sur l'importance de comprendre les ODD comme une autre manière aussi de faire face à ce type de crise. Et donc, peut-être que ça résume quand même des apprentissages que collectivement, comme humanité, on a fait au 20e siècle, on l'espère. Donc, on pense que pourquoi aujourd'hui? Ben, c'est aujourd'hui et dans le futur, on pense que les ODD vont nous aider à mieux envisager le futur, à mieux rebâtir, puis à mieux composer avec toutes sortes de crises qui sûrement vont continuer d'émerger. Mais on pense que c'est quand même la voie à suivre, puis que de plus en plus, on entend comme une communauté qui adhère à cette vision d'ensemble. Alors, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, Olivier, tu pourras me le dire, mais je vais peut-être juste partager dans le chat 2 informations. Un lien vers le projet qu'on développe pour les prochaines années, donc le projet d'intégration, démarche transformationnelle d'intégration des ODD pour les communautés locales. Vous pourrez trouver sur notre site plus d'informations sur le projet. Et également, quand on parle de feuille de route, donc je souhaite vous inviter à un autre rendez-vous qu'on se donne, qu'on planifie pour le 11 et 12 mai, le mois de mai, le congrès de l'ACFAS, où c'est essentiellement un congrès organisé par la communauté académique, mais vraiment dans le but d'élargir le plus possible le dialogue pour collaborer ensemble autour de ces ODD. Donc, je vais partager ces 2 informations sur le chat pour ceux qui veulent en savoir plus. Le programme complet de l'ACFAS va être disponible après le 11 mars. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Liliana. Juste en passant, on prévoit déjà dans l'horaire les débordements de 1 ou 2 minutes. Oups, je ne devrais pas dire ça. Donc, ben merci en fait du partage, Liliana. On a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour les échanges, mais n'hésitez pas quand même, si vous avez des questions spécifiques ou des commentaires, à utiliser le clavardage, en fait, pour nous faire part de vos commentaires ou de vos questions. Et on pourra peut-être, après les tours de parole, en prendre quelques-unes. Mais en attendant, je céderai maintenant la parole à Chloé Barrett-Bennington du CIROD. Elle est chargée de projet et responsable de l'école d'été. Chloé? Oui, merci beaucoup, Olivier. Merci de l'opportunité, en fait, de venir présenter un peu ce que le CIROD fait, puis comment on travaille, on fait justement avec toute
ces belles collaborations au niveau des ODD. Donc, je suis effectivement donc chargée de projet responsable de l'École d'État en transformation sociétale du CIROD. Le CIROD, c'est un centre de recherche, c'est un regroupement stratégique en fait qui vise le développement, la référence pour l'opérationnalisation du développement durable. On utilise en fait la transdisciplinarité et l'innovation durable pour essayer de provoquer des synergies entre les chercheurs de disciplines variées, mais aussi avec les acteurs du terrain, avec des acteurs académiques, avec des acteurs du milieu des affaires aussi. Tout ça en fait là, pour accélérer la transition socio-écologique. Je suis super contente de passer après Liliana parce que de un, c'est un plaisir de collaborer avec l'IEDS, mais aussi parce que je pense que nos actions, en fait, sont vraiment dans une continuité de ceux de l'IEDS. Le CIROD travaille beaucoup en termes de développement de compétences et de formation, tant au niveau du milieu de la recherche qu'au niveau avec les étudiants. Donc, on travaille au niveau de la recherche là, pour accélérer la mise en œuvre des principes de développement durable au sein de la recherche dans des différents secteurs au niveau tant des secteurs sociaux, économiques et stratégiques. Puis le CIROD en fait déploie beaucoup d'efforts en termes d'accompagnement avec les partenaires terrain puis les organisations locales pour être capable de mettre en œuvre en fait là, toute cette recherche-là puis vulgariser un peu ce qui se fait en développement durable. Au niveau de la formation, donc on déploie oui, des mesures d'accompagnement, mais aussi des formations vraiment innovantes là, au niveau des étudiants. Donc, moi, je travaille sur le projet de l'École d'été en transformation sociétale qui s'est tenu pour la première fois donc l'été dernier. Donc, c'est une formation qui est intensive, expérientielle, interuniversitaire, qui vraiment là, vient accélérer le développement de compétences pour la localisation des ODD, puis la résolution de problématiques complexes. On travaille à accréditer cette école d'été-là au niveau des cycles supérieurs. Donc, c'est vraiment être capable de donner l'opportunité à des étudiants de suivre des formations qui sont différentes du cursus académique auquel ils sont habitués, mais aussi des formations qui sont collaboratives. Donc, comment intégrer dès la formation universitaire cette idée de travailler ensemble, donc pour l'atteinte des ODD. C'est un espace qui favorise la recherche-action, le développement de gouvernance inclusive, collaborative, mais aussi l'expérience de localisation, là, donc comme Liliana disait, des enjeux des ODD directement sur les territoires. Donc, on a eu l'opportunité de travailler, par exemple, avec la ville de Baie-Saint-Paul, la ville de Centerville en Nouvelle-Écosse et Montréal, donc pour la première école d'été. C'était vraiment là, cette idée-là d'être capable de traduire les enjeux de développement durable au contexte local. Le CIROD, en fait, à la réponse pourquoi maintenant. Donc, pour nous, en fait, on pense que ça a toujours été urgent, mais c'est de plus en plus urgent de se rencontrer. Ça fait 24 mois qu'on est en pandémie mondiale. Ça nous a forcé, en fait, à réévaluer tous nos mécanismes de formation, d'innovation et de collaboration. Puis, pour nous, ce que ça met vraiment en lumière, c'est toute cette nécessité-là de travailler ensemble. Donc, là, on est convaincus au CIROD que la transition passe par cette mise en commun-là d'expertise, de savoirs complémentaires, puis des savoirs qui viennent de différents milieux aussi, donc pas juste du milieu de la recherche, du milieu académique, mais tous les savoirs contextuels, les savoirs qui viennent de l'expérience vécue des gens qui sont sur les territoires. Et donc, on cherche à fédérer toutes ces connaissances-là, là, notamment en vue du renouvellement de la stratégie du gouvernement. Donc, pour le CIROD, c'est vraiment essentiel pour nous de travailler ensemble au niveau des ODD, puis d'être capable d'ouvrir des espaces d'apprentissage puis d'application de l'intelligence collective qui prennent en compte là, tous les différents types de connaissances. Ce qu'on souhaite, en fait, en étant ici, c'est oui, cet appel un peu à tous au niveau de la feuille de route, être capable de refédérer des gens au niveau des ODD, participer aussi à l'appel de nos collègues accélérés avec IEDS, donc dire présent à ces appels-là pour être capable de colliger tout ce que nos organisations font déjà pour être capable de visibiliser là, cette collaboration-là qui existe déjà au niveau des ODD. On espère aussi, en étant présent et en pouvant contribuer à ce mouvement-là, c'est assurer tout le transfert et la formation des connaissances qui sont générées au sein du CIROD par leurs chercheurs, donc être capable de vraiment visibiliser le travail qui se fait déjà. Pour qu'on puisse développer en fait là, les compétences réflexives nécessaires à cette collaboration-là. Donc, on croit que ça demande du travail, ça demande des compétences d'aide à la traduction, comme Liliana disait, des spécificités disciplinaires. Être capable de collaborer ensemble, c'est être capable de dialoguer ensemble. On veut mettre en place des mesures de soutien pour le meilleur maillage entre les chercheurs et être capable de
de vraiment soutenir les projets de recherche puis les efforts qui sont faits en ce sens-là, plus que d'autres pour assurer une place pour tout ce qui est l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité dans les milieux de production de connaissances. Donc, pour nous, là, de vraiment travailler au développement de ces compétences-là au sein de notre bassin de chercheurs et au sein de la communauté de façon plus large, c'est super important. Puis c'est un peu ce qu'on cherche à créer des opportunités pour ce transfert-là et cette vulgarisation scientifique-là en étant présent dans ce type d'événement-là, puis en mettant de l'avant aussi la recherche de nos chercheurs. Donc, pour nous, les ODD, c'est très intéressant. C'est un cadre qui nous permet de s'inscrire dans une perspective internationale qui est structurante, qui est alignée aussi avec la mobilisation de la communauté scientifique des FRQ récente en termes des ODD. Ça nous permet de comparer nos projets sur leur capacité à accélérer le changement. Puis ça nous permet aussi là, d'explorer un peu là, les différentes manières innovantes que le CIROD peut jouer son rôle d'intermédiaire, traducteur, disciplinaire là, dans la formation et dans la collaboration. Donc, c'est un peu ça pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Chloé, pour ces informations sur le CIROD. Pour maintenir le rythme, je vais sans plus tarder passer la parole à Daniel Forget. On reste dans le milieu académique parce que Daniel est professionnel de développement durable à l'Université Laval. Daniel? Merci, Olivier. Merci aux autres panélistes qui ont parlé avant moi. Donc, salut tout le monde. Comme vous connaissez tous l'Université Laval et son leadership en développement durable, j'ai décidé de vous présenter un tout nouveau projet de recherche collaboratif pour accélérer la prise en compte des ODD dans toute organisation, un projet sur lequel vous pourrez participer en temps et lieu. À la question « Pourquoi collaborer maintenant ?» je réponds « Parce qu'on aurait dû être en mode collaboration depuis longtemps. Depuis 50 ans, on a des conférences, des colloques, des engagements à diverses échelles qui visent une transition écologique. Le plus on avance dans ce futur, le plus on se colle au scénario du pire. On se questionne sur les points de non-retour, il y a urgence d'agir. Que ce soit l'écologie, le développement durable, la réduction des inégalités, ces éléments font leur chemin lentement, trop lentement. Pas assez vite pour répondre aux besoins des générations actuelles, ni pour assurer un monde d'opportunités aux générations futures. Depuis 2015, l'agenda onusien pour un monde meilleur se décline en 17 objectifs ambitieux, dont celui sur la paix qui est particulièrement malmené. Se rendre à ce monde meilleur sera une tâche complexe qui va demander beaucoup d'efforts et d'essais-erreurs. Si intégrer le développement durable nous semblait difficile, essayez maintenant d'intégrer 17 ODD, 169 indicateurs cibles et 230 indicateurs ou plus. Pour accélérer la transition écologique en embrassant cette complexité avec les ODD à la place d'une vision DD qui est souvent sursimplifiée ou instrumentalisée, il faut faire attention à ne pas faire peur à nos interlocuteurs. Il faut favoriser une appropriation des ODD qui soit rapide, efficace, pertinente et contextualisée. Tu veux pouvoir désamorcer cette peur de la complexité et la transformer en engagement, en appropriation de ce langage commun. Les décideurs doivent se sentir rapidement intelligents et compétents quand DD devient ODD. Aussi, si on veut que les bottines suivent les babines, en plus des diagnostics, priorisation, indicateurs et autres données probantes, on doit pouvoir évaluer la valeur des engagements afin de nous assurer que ceux-ci reflètent le portrait de l'organisation et de ses priorités. C'est l'idée derrière le projet de recherche sur la cartographie des ODD qui est en démarrage. Un projet de recherche mené par des chercheurs de l'Université Laval qui s'appuie sur une approche collaborative et participative avec divers partenaires, dont Accélérer 2030, SDSN Canada et la Ville de Québec. Techniquement ou scientifiquement parlant, c'est un projet d'analyse syntaxique, une recherche par mots-clés à partir de 1602 mots-clés liés aux cibles des ODD. Merci, David Tremblay. Je disais donc, c'est un projet d'analyse syntaxique par mots-clés qui veut devenir sémantique par groupe de mots, soutenu par l'apprentissage automatique, une intelligence artificielle qui reçoit ses ingrédients par l'équipe de recherche et par la rétroaction des différents utilisateurs. Pour évaluer la valeur des engagements envers les ODD, il est prévu d'associer une valeur au verbe d'action lié aux mots-clés que nous identifierons en utilisant une taxonomie de Bloom, par exemple, connaître, comprendre, analyser, ou encore informer, conscientiser, mobiliser. Ce projet de recherche vise donc le développement d'un outil simplifié qui permettrait d'y insérer un document normatif, une stratégie, une politique, un plan de cours, une mission de toute organisation, ensuite de peser sur un bouton et de recevoir cette image, un peu cette image-là,
qui vulgarise la prise en compte des ODD dans le dit document. Cette image met la table pour la discussion que vous tiendrez à l'interne ou avec des parties prenantes. Est-ce que ce graphique nous représente bien? Avons-nous une faiblesse? Est-ce un élément de contexte? Dois-je embrasser la totale des ODD ou devrais-je chercher à être complémentaire via des partenaires? À quel point les engagements sont le reflet de mon diagnostic et de ma priorisation? Est-ce que mes actions influencent négativement un autre ODD? Et si je pouvais arriver à identifier un tel antagonisme en début de déploiement d'un projet ou d'une stratégie, pourrais-je en profiter pour transformer cette faiblesse en opportunité? Et si cette image ne me ressemble pas du tout, ou juste un peu, devrais-je proposer quelques mots-clés aux chercheurs qui développent le modèle pour mieux refléter mon engagement envers les ODD selon mon vocabulaire? Notre projet de recherche s'appuie ainsi sur une science citoyenne et sera développé en mode science ouverte, open source, pour favoriser l'accessibilité à tous et chacun. L'outil sera ajusté par les rétroactions des utilisateurs. Chaque nouvelle itération contribuera à la robustesse du modèle. L'intelligence artificielle ainsi co-développée sera le reflet de notre sagesse collective. Le plus le modèle sera testé, le meilleur le reflet. En résumé, ce projet de cartographie des ODD vise à favoriser une appropriation du langage commun des ODD, accélérer leur prise en compte dans les organisations et évaluer si les bottines suivent les babines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel, pour la présentation de ce projet où on voit vraiment la pertinence de créer du lien, des maillages et de rassembler finalement les différentes expertises. On est toujours dans les temps. Merci beaucoup à tout le monde de respecter en fait, les courts délais qu'on vous donne pour partager vos expériences et vos propositions. On va poursuivre avec Tunao Kiri de l'Institut de la francophonie pour le développement durable pour la prochaine petite présentation. Tunao? Oui, merci Olivier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être dans ce groupe de travail et je remercie les organisateurs de nous avoir associés. Je vais essayer de répondre à travers 4 points. D'abord, qui nous sommes, et répondre aux questions qui ont été commandées et ce que nous apportons et quel rôle nous pouvons jouer. Alors, qui nous sommes? Nous travaillons pour l'Institut de la francophonie pour le développement durable. C'est un institut, un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie qui a été créé en 1987 à l'initiative du Premier ministre Robert Bourassa du Québec. Donc, ça fait plus de 35 ans que nous sommes basés ici à Québec. Nous avons connu plusieurs évolutions en passant de l'énergie à énergie et environnement et suite à l'adoption des ODD, nous sommes devenus l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Et depuis ce temps, nous travaillons à faire en sorte que nos pays, les collectivités locales, les organisations diverses puissent planifier et mettre en œuvre les ODD. Alors, quel avantage nous avons en ce moment? Je pense que le premier constat que nous pouvons faire, c'est de dire que en matière de développement durable et surtout en matière d'opérationnalisation des ODD, nous avons fait le constat que tous les pays sont en voie de développement durable. Il n'y a plus cette dichotomie pays développés, pays non développés. En termes de développement durable, nous sommes tous en voie de développement durable. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de traverser des moments charnières, la crise de la COVID-19, Liliana parlait tout à l'heure, la menace d'une guerre mondiale, etc. Et le dernier rapport du GIEC nous a montré jusqu'à quel point nous sommes presque à des points de non-retour en matière de changement climatique. Tous ces éléments montrent que nous avons d'énormes défis et il y a de plus en plus un consensus scientifique qui se dégage pour dire que peut-être la meilleure réponse, c'est justement d'opérationnaliser les ODD sur le terrain. Et pour opérationnaliser les ODD sur le terrain, nous nous sommes rendus compte à l'évidence que aussi bien nos pays du Sud que nous accompagnons traditionnellement, que les pays du Nord, que ce soit l'Europe centrale et orientale, que ce soit ici même au Canada et au Québec, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un besoin énorme de moyens techniques, de comment il faut faire pour opérationnaliser les ODD, parce que comme le rappelait Daniel tout à l'heure, c'est quand même 17 objectifs, 169 cibles, 232 à plus d'indicateurs, et tout le monde est à la recherche de comment le faire. Alors, travailler ensemble, c'est vraiment opportun pour qu'on puisse mutualiser nos expériences, qu'on puisse mutualiser nos outils, qu'on puisse mutualiser nos savoir-faire.
Ensuite, le momentum est bon parce que tout simplement, au niveau des Nations Unies, si vous vous rappelez, on a lancé la décennie d'action pour accélérer la mise en œuvre des ODD. Donc, nous sommes dans ce momentum et donc nous avons intérêt à être ensemble et nous l'avons vu, nous, au niveau de l'IFDD. Qu'est-ce que nous apportons là-dedans? Quand nous avons regardé tout ça, c'est pour ça que nous sommes basés sur nos partenaires en allant chercher des connaissances scientifiques de nos universités, en particulier ici avec l'Université du Québec à Chicoutimi et l'Institut EDS de l'Université Laval. Nous avons développé les outils d'analyse systémique de la durabilité et ces outils sont mis en première priorité. Comment est-ce qu'on va prioriser les cibles des ODD? Donc, nous avons développé ce que nous avons appelé la grille de priorisation des cibles des ODD, dont l'un des acteurs majeurs, c'est justement Olivier. Merci Olivier. L'outil, c'est très pratique. Aujourd'hui, nous l'avons fait dans plus d'une trentaine de pays. Nous avons touché aussi bien au niveau national qu'au niveau de collectivités locales. En termes de collectivités locales, nous avons formé à peu près une trentaine ou une quarantaine de collectivités locales sur ces outils, dont certaines sont allées jusqu'à la mise en œuvre des plans locaux de développement durable et de projets concrets à opérationnaliser pour leur permettre d'être au rendez-vous des ODD justement. Et ici même, au Canada et au Québec, nous travaillons avec l'Institut EADS pour accompagner 4 villes, notamment la ville d'Anticosti, la baie Saint-Paul et bientôt la Malbaie et Wendake, avec l'Institut EADS, comme je le disais, qui sont en train d'élaborer leurs plans locaux de développement durable. La ville de Québec a utilisé aussi ces outils pour se doter de son plan local de développement durable. Donc, ces outils sont à peu près notre contribution à cet exercice et nous travaillons à les rendre plus accessibles encore en les mettant sous forme de plateforme web qui est accessible à tous. Pour finir, quel est notre rôle là-dedans? En tant qu'Institut de la francophonie pour le développement durable, nous entendons jouer le rôle de catalyseur et je dirais même de facilitateur ou de vulgarisateur parce que notre constat, c'est que dans l'espace francophone, l'expertise scientifique existe, que ce soit au sein de nos universités ou que ce soit au sein de certains réseaux de chercheurs comme le CIROD, etc. Nous avons des connaissances bien établies, comment les rendre accessibles le plus facilement possible au plus grand nombre. C'est notre rôle essentiellement en tant qu'Institut de la francophonie pour le développement durable, comme je l'ai dit, parce que nous sommes un institut au service des 88 États et gouvernements membres dans tout l'espace francophone. Donc voilà comment nous comptons apporter notre contribution. Vous pouvez voir les outils que nous avons développés sur notre site Internet. En irant là-bas, vous verrez la grille de priorisation des cibles des ODD et la grille d'analyse de développement durable allégée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tunao, pour cette présentation et pour la démonstration aussi du fait que plusieurs outils existent déjà pour faciliter la mise en œuvre des ODD dans différents contextes. On va terminer ce premier bloc de présentation avec Talo Bertrand qui va représenter le comité étudiant pour les ODD. Talo? Merci Olivier et je salue tous les participants et participantes ici et présents à cet événement. Et c'est le moment également pour féliciter tous les membres du comité organisateur et pour ce grand événement Together Ensemble. Et comme a dit Olivier, je suis Talo Bertrand, étudiant à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal. Et je suis chargé en tant que membre du comité étudiant sur les objectifs développement durable de venir ici participer à cet événement et pour présenter le portrait de ce comité et parler également de l'importance de la recherche dans le processus de développement durable et tout en profitant de l'occasion pour faire des recommandations pour une feuille de route par la suite à cet événement. En effet, en tant que membre de ce comité, je voudrais dire que ce comité a été l'initiative du Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable, CIROD, qui est constitué d'étudiants venus de diverses universités sur le territoire du Québec, et bien entendu des étudiants interdisciplinaires au cycle supérieur. Et nous avons pour mission de faire connaître le contenu et les enjeux des objectifs de développement durable, non seulement auprès des étudiants, mais également auprès des experts, ainsi qu'auprès du grand public partout et sur les territoires québécois. Il s'agit donc d'un des premiers organismes étudiants interuniversitaires québécois spécifiquement destinés à la démocratisation des connaissances clés sur les objectifs de développement durable.
Ce comité se propose de réaliser des activités relatives aux thématiques des ODD, et de même tisser des partenaires avec des organisations dont la mission s'articule autour de la transition écologique. Le comité également se donne pour mandat de contribuer au rayonnement des initiatives liées aux ODD que CIROD est en train de promouvoir au niveau local, national et international. Et pour pouvoir atteindre nos objectifs, nous avons contribué à l'élaboration d'une feuille de route stratégique et permettant de planifier nos différentes activités et notre implication dans le processus de développement durable au niveau du Québec. Et parmi ces éléments qui font partie de cet agenda de travail, nous pouvons citer, par exemple, d'abord, nous sommes en train de travailler sur la rédaction d'une documentation de vulgarisation sur les ODD ainsi que leur opérationnalisation. Et cette documentation comprendra une série de fiches thématiques et par rapport à ces fiches, nous comptons réaliser une série de podcasts qui visent à récolter des avis d'experts sur les objectifs de développement durable sous forme d'entrevues, bien entendu, approfondies. En deuxième lieu, le comité compte aussi organiser plusieurs activités de partage de connaissances, autrement dit, de vulgarisation, qui sont dédiées à mobiliser des experts, des acteurs de terrain et des membres de la société civile. Mes chers amis, il est important de vous faire remarquer que c'est le moment idéal d'avoir un focus sur l'importance de la recherche pour atteindre et pour l'atteinte des objectifs de développement durable. En effet, le comité veut contribuer à la fortification des liens unissant la recherche académique et les objectifs de développement durable. Car la recherche pourra contribuer à une matière et des éclairages essentiels aux décideurs, des acteurs sociaux et des décideurs politiques. À ce propos, l'atteinte des objectifs de développement durable dans ce contexte de crise environnementale et vraiment latente constitue un défi majeur pour la communauté scientifique et lui impose un effort de recherche accru. D'où, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le processus de développement durable doit faire l'objet vraiment d'une recherche scientifique accélérée et un pivot qui est un pivot dans le développement et l'adaptation de pratiques innovantes, transdisciplinaires et certaines personnes de certaines écoles de pensée parlent d'interdisciplinaires également, qui seront au cœur d'une science au service de l'atteinte des objectifs de développement durable. Et pour faciliter ou bien contribuer à l'élaboration des actes de cet événement, Together Ensemble, eh bien, le comité des étudiants sur les objectifs de développement durable du CIROD voudrait faire les recommandations suivantes afin de vraiment faciliter la tâche aux différents membres du comité organisateur. D'abord, il est important de favoriser des activités de veille scientifique, technologique et de perspective afin de contribuer à définir les priorités thématiques de la recherche pour l'atteinte des ODD. Deuxièmement, il faut assurer un financement durable et prévisible aux initiatives de recherche touchant à l'atteinte des ODD. Et en troisième lieu, il est important, en accord avec une intensification de la présence des ODD, de contribuer aux différentes unités académiques du Québec qui doivent intégrer les ODD au programme universitaire, notamment au niveau de maîtrise et au niveau du doctorat. Et ensuite, c'est vraiment important d'inciter l'implication des étudiants-chercheurs et de faciliter la coopération entre les établissements universitaires et des acteurs de terrain afin de fournir une aide à la décision et de contribuer au développement de la recherche collective. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Talo, pour cette présentation du comité étudiant. Donc, on vient de compléter le tour du panel du bloc 1 où on entendait les membres du comité organisateur du colloque. Qu'est-ce que je retiens de ce qu'on a entendu? D'abord que le contexte est favorable pour une plus grande collaboration des acteurs interpellés par la mise en œuvre des ODD, notamment grâce à la nouvelle stratégie de développement durable du gouvernement qui s'en vient.
Ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a énormément d'actions qui sont déjà en cours et en œuvre au Québec et que la plupart des acteurs, du moins qui viennent de nous parler, travaillent déjà en mode collaboratif, en mode collectif, avec des objectifs de mobilisation, de facilitation, d'animation du dialogue. J'observe donc qu'il y a un travail de fond qui est déjà en cours au Québec pour l'appropriation des ODD dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, on remarque qu'il y a déjà des pistes d'action, des initiatives des acteurs qui sont à l'œuvre. La collaboration pourrait déjà aider à rendre plus visible ce qui se fait déjà, à partager des outils qui ont été développés, à partager des ressources aussi qui sont disponibles pour appuyer des nouveaux acteurs. Je pense notamment aux outils d'analyse et à la cartographie des acteurs, des ressources qui sont en cours d'élaboration. Puis je constate aussi une volonté d'élargir le bassin d'acteurs, aller chercher des nouveaux secteurs d'activité dans les collaborations pour la mise en œuvre des ODD, puis on voit de plus en plus l'intérêt des différents secteurs pour ce cadre de référence pour le développement durable. Au niveau de la pertinence de la collaboration, je note aussi que de travailler avec plusieurs acteurs, ça peut faciliter l'identification des enjeux sur lesquels on doit travailler, mais aussi l'identification des solutions les plus pertinentes pour travailler sur ces enjeux-là. La collaboration peut aussi faciliter la mise en œuvre des solutions qu'on jugera les plus adaptées. On a parlé de deux choses dans les 6 présentations qu'on a entendues. Premièrement, l'importance de la localisation des ODD. On voit la localisation comme une adaptation des ODD aux différents contextes locaux, mais aussi aux différents contextes sectoriels. Par contre, si on veut trouver des solutions qui sont adaptées aux différentes échelles, aux différents secteurs, bien, les acteurs concernés doivent être présents, donc doivent travailler aussi en mode collaboration. Puis au-delà de la localisation des ODD, on a beaucoup insisté sur l'aspect systémique, donc l'importance d'adopter une approche systémique dans la mise en œuvre des ODD. Bien, une approche systémique nécessite de facto la collaboration de plusieurs acteurs. Je souligne enfin, dans ce qu'on a entendu, le fait que pour la mise en œuvre des ODD, il faut mobiliser et solliciter des savoirs multiples. Ces savoirs, ces connaissances-là, ces savoir-faire-là, ces outils-là, on les a au Québec. Il faut les mobiliser en complémentarité puis s'ouvrir aux différents types de connaissances et compétences qui peuvent faciliter la mise en œuvre des ODD. Donc, il faut fédérer un peu toutes ces connaissances-là. Puis, ce que je retiens aussi, c'est que dans les organisations qui nous ont été présentées, on a une expertise qui peut agir en appui à la traduction, à la médiation, à l'animation du dialogue, à la vulgarisation et même à la facilitation du travail collaboratif pour la mise en œuvre des ODD. Donc, si j'avais quelque chose à retenir pour la fin, c'est qu'on doit trouver des solutions nouvelles pour faire face aux enjeux qui nous concernent. Bien, pour ça, il faut trouver des nouvelles façons de travailler. On a entendu ici un appel fort à une approche collaborative. Donc, voilà ce que je retiens du bloc 1. Maintenant, bien, sans plus tarder, on va se lancer dans le second bloc. On est dans les temps. Merci vraiment tout le monde là, de votre collaboration à ce niveau-là. Donc, dans le deuxième bloc, on va entendre des organisations qui nous expliquent en quoi les ODD ont pris une place dans leur stratégie, dans leurs opérations. Et c'est quoi les bénéfices qu'on peut tirer, encore une fois, d'approches collaboratives pour la mise en œuvre des ODD. Donc, vous allez voir dans ce second bloc-là qu'il y a de plus en plus d'organisations dans différents secteurs qui travaillent au Québec à l'intégration, à la mise en œuvre des ODD finalement qu'on peut s'inspirer de ces différentes initiatives-là. Donc, dans un premier temps, on a une présentation d'Annick Rattel, qui est directrice principale commercialisation et solutions énergétiques pour Énergir. Donc, Annick, la parole est à vous. Merci, Olivier. Merci de l'opportunité qui est donnée aujourd'hui de venir présenter le partenariat qui est travaillé entre Hydro-Québec et Énergir pour développer la solution, l'initiative de la biénergie. On est chanceux au Québec, on peut compter sur une électricité verte, renouvelable, puis à bon prix. C'est sûr que l'utilisation de l'électricité, ça va permettre de réduire les gaz à effet de serre pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés comme société. Par contre, l'électrification de l'économie va créer quand même une pression importante sur la pointe énergétique, là, la consommation hivernale quand il fait froid en même temps et que tous les bâtiments vont vouloir se chauffer. S'ils sont tous à l'électricité, ça va créer une grande pression.
Je pense qu'on l'a tous en mémoire. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il a fait très froid là, en janvier, février. Puis on a connu des pointes des consommations historiques. Pour assurer l'électrification la plus efficace possible de notre économie, il faut penser intelligemment la consommation d'énergie pour limiter la croissance sur la demande de la pointe énergétique. Pour y arriver, Hydro-Québec et Énergir, on a joint nos forces, la force de nos deux réseaux d'énergie, puis on les a pensés différemment. On les a pensés pour travailler en complémentarité avec nos deux réseaux pour chauffer les bâtiments du Québec. Puis on a développé l'offre Biénergie. Pour le Québec, l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés, il faut être ambitieux puis innovant. C'est ce qu'on a fait avec la force de nos deux réseaux. Je vous explique un peu là, la raison derrière ça. Évidemment, c'est la réduction des gaz à effet de serre, mais comment la solution Biénergie va permettre de faire ça? C'est qu'elle va permettre de diminuer d'un peu plus de 70 la consommation de gaz naturel dans les bâtiments dans le chauffage des bâtiments. On estime environ l'électrification accrue des bâtiments que ça va générer une réduction de GES de 540 000 tonnes équivalentes à l'horizon 2030 et ce, au meilleur coût pour la société. Meilleur coût aussi pour maintenir des tarifs qui sont acceptables pour les clients. Le partenariat qui a été développé aussi en collaboration avec le gouvernement, c'est vraiment dans un objectif de réduction de 37,5 les réductions de gaz à effet de serre sur l'horizon 2030, mais plus spécifiquement dans le secteur du bâtiment, c'est 50 de réduction de GES que ce partenariat-là va pouvoir venir contribuer. Dans le développement d'un partenariat, c'est important que tout le monde y trouve son compte, que ce soit une solution gagnante pour tous. Fait que je vais vous expliquer un peu les différents avantages, que ce soit pour Hydro-Québec, pour Énergir, pour la société, et évidemment pour l'environnement. Du côté d'Hydro-Québec, c'est vraiment la gestion de la pointe qui vient chercher un avantage à travers l'offre Biénergie. Fait que comme je vous expliquais, le principe de la biénergie, c'est qu'on prend une partie de la consommation des clients d'énergie pour le chauffage des bâtiments. On la transfère à l'électricité quand il fait froid. La grosse pointe énergétique. Si on peut un peu imaginer si on n'avait pas l'offre Biénergie et qu'on prenait la consommation en chauffage de nos clients qui sont visés par l'offre Biénergie, puis on amenait cette solution-là 100% à l'électricité, ça créerait une hausse, un besoin de pointe de 1840 mégawatts. Le partenariat qu'on a développé, ça permet de limiter cet impact-là à 60 mégawatts. C'est sûr, là, je vous dis ça ne vous donne pas nécessairement une référence. Ça peut représenter quoi, là, 1840 mégawatts, mais pour vous donner une idée, titre indicatif, là, le complexe La Romaine, là, les 4 centrales, c'est un peu plus de 1500 mégawatts que ça génère. Fait que vous voyez l'impact de nos clients au gaz naturel s'ils passaient 100% à l'électricité. C'est un grand besoin en infrastructure pour quelques heures par année. L'avantage, Hydro-Québec a un avantage vraiment dans la gestion de sa pointe, c'est des actifs qui n'ont pas besoin de construire. Du côté d'énergie, pour nous, ça fait partie vraiment de notre modèle d'affaires, d'assurer la résilience de notre modèle d'affaires, puis permet de mettre à profit notre réseau gazier, notre réseau de gaz naturel, où est-ce qu'il y a la plus grande valeur. On ne pense pas nécessairement juste en volume, là, c'est vraiment une notion de valeur qu'on a amenée. Point de vue économique pour la société, chose certaine, c'est le fait d'utiliser la biénergie, ça évite des investissements, on parle d'économie de 1,7 milliard par rapport à l'électrification complète des bâtiments. Avantage environnemental pour le Québec, 70 de diminution de gaz naturel consommé dans les bâtiments pour la clientèle résidentielle, commerciale, institutionnelle. Fait qu'on parle environ de 540 000 tonnes de réduction de gaz à effet de serre. Et comme vous voyez, c'est une solution vraiment complète où est-ce que chacun des parties vient y trouver son compte. Si on pose la question en quoi l'initiative, la mise en œuvre permet d'atteindre les objectifs de développement durable,
Bien, je vous dirais qu'il y a 2 ans, Énergir s'est doté d'une vision où est-ce que, notamment, elle vise ne laisser personne derrière la transition énergétique. On veut vraiment inclure tous les aspects, y compris les aspects sociétaux. Fait que si on regarde le 17e objectif de développement durable, on parle de partenariat efficace avec les gouvernements, le secteur privé, la société. On veut aussi que cette réalisation d'objectifs-là, ça peut passer au niveau mondial, régional, national, local. Fait qu'on est vraiment dans un partenariat inclusif. On le voit ici, on travaille les 2 distributeurs d'énergie, Hydro-Québec, Énergir, le gouvernement, vraiment dans une optique d'offrir une offre commerciale qui va être bonne pour l'ensemble de la société. Fait que comme je vous disais, là, on permet de mettre à profit la complémentarité des 2 réseaux, mettre en commun nos forces pour le développement. Puis on le voit, là, cette collaboration-là nous permet d'avoir vraiment confiance dans le développement pour la suite de l'offre parce qu'elle n'est pas encore déployée à grande échelle. Là, on est en plein dans le déploiement. Puis finalement, si on parle un peu de collaboration hein, depuis le début de la rencontre, ben, pour nous, c'est vraiment clé dans ce partenariat-là. Mais dans la collaboration, il y a beaucoup d'avantages à aller chercher. On a plusieurs points de vue, on a des perspectives différentes, des références différentes aussi en distributeurs. Oui, c'est de l'énergie, mais on ne le voit pas nécessairement de la même façon. Fait en mettant ça en commun, ça nous permet de penser en dehors de la boîte. On apprend des expertises des autres, on favorise l'innovation, on fait de la recherche et développement dans des solutions technologiques pour que les clients puissent aller consommer, puissent aller passer en mode biénergie le plus simplement possible. Fait que cette diversité-là nous amène à proposer une solution innovante pour résoudre un problème. Puis, oui, c'est vrai, travailler en collaboration avec des gens différents, c'est plus long, c'est complexe, on n'a pas nécessairement le même langage, pas les mêmes références, pas les mêmes processus, mais c'est comme ça qu'on réussit à développer quelque chose de porteur. Puis le partenariat Biénergie, on pense que c'est un bon exemple là, de la complémentarité puis du partenariat. Merci beaucoup, Annick, pour cette illustration. On a eu plein de propositions d'éléments pertinents qui justifient la collaboration, mais je pense qu'une illustration concrète comme ça peut vraiment aider à appuyer ces arguments-là. Donc, merci beaucoup, Annick, pour la présentation. Je passerai maintenant la parole à Marie-Michèle Fortin, qui est chargée de projet au réseau des carrefours Jeunesse Emploi du Québec. Donc, Marie-Michèle. Oui, bonjour. Je me présente, Marie-Michèle Fortin, chargée de projet pour le réseau des carrefours jeunesse. En fait, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le RCJEQ, dans le fond, le réseau, c'est un organisme national qui regroupe, qui soutient puis qui représente en fait une grande majorité des carrefours jeunesse du Québec, donc les CJE. Il y en a à travers toute la région. Voilà, c'est notre mandat. Dans le fond, on veut développer, on veut promouvoir, puis on veut défendre en fait des actions qui sont adaptées aux besoins des jeunes sur notre territoire. On retrouve là plus de 111 CGE à travers tout le Québec. Concrètement, en fait, les CGE, leur mandat, c'est vraiment d'accompagner, de guider les jeunes du Québec qui sont âgés entre 15 et 35 ans. Que ce soit en fait dans une démarche socio-professionnelle, de réussite éducative, d'un accès à des services de santé et services sociaux, de transformer son environnement. Les CGE, en fait, là, sont vraiment présents pour soutenir les jeunes à améliorer leurs conditions de vie de manière générale, selon leurs propres besoins à eux. Donc, ils parviennent là, à travers différents secteurs. Donc, on touche l'éducation, on touche la santé, l'entrepreneuriat, l'emploi, le bénévolat, le volontariat. Donc, on est dans beaucoup de secteurs pour pouvoir justement soutenir les jeunes. Maintenant que je vous ai fait comme un petit contexte là, de notre organisation et de nos membres, je vais parler un petit peu peut-être plus de ce qui m'amène ici aujourd'hui. En fait, en 2018, le réseau a mis en place le mouvement Ma Voix compte.
Qu'est-ce que c'est? C'est un processus, en fait, d'implication qui vise là, vraiment à accroître directement la participation sociale des jeunes à améliorer, excusez-moi, l'efficacité des politiques publiques. Puis on y arrive, dans le fond, vraiment en favorisant un dialogue entre les jeunes et la société. Ma voix-compte, dans le fond, c'est vraiment un processus de consultation citoyenne sur des enjeux qui sont actuels, puis qui émergent, là, en fait, chez les jeunes. Puis c'est pour nous emmener vraiment à agir maintenant pour des choses qui vont être pertinentes demain. Donc, on va y aller vraiment sur des actions qui vont être locales, qui vont être régionales, qui vont être nationales, qui peuvent même aller jusqu'à l'international parfois. Donc, concrètement, comme en 2018, le réseau, quand on a mené notre première consultation nationale, on a été récolter l'avis de 5000 participants de 16 à 35 ans qui ont exprimé en fait leurs craintes, leurs inquiétudes, leurs solutions, leurs désirs d'action. Donc, on a été chercher là, vraiment tout leur pouls, en fait, de leur situation, de leur vie, ce qui a mené en fait à 10 propositions plus concrètes qui ont été partagées là, vraiment avec l'ensemble des candidats des élections de ce moment-là, en 2018, des décideurs publics, des ressources jeunesse qui étaient autour de nous, nos partenariats. Donc, on a pu après comme vraiment se concentrer sur les propositions que les jeunes avaient fait émerger, qui étaient importantes pour eux. Donc, ça a vraiment offert, en fait, la possibilité aux jeunes de participer, d'apprendre, de s'exprimer, d'échanger sur des enjeux là, vraiment qui les concernaient, eux, au quotidien. Donc, c'est un mouvement qui veut vraiment qui mise le développement de la capacité d'agir puis l'engagement politique jeunesse. Donc, comme nous savons, là, 2022 est un nouveau centre. Là. Dans le fond, on va avoir une nouvelle élection cette année. Puis on pense, avec tout ce qui se passe présentement, justement, que les jeunes ils ont besoin encore plus de s'exprimer, qu'ils ont besoin d'une scène pour dire ce qui les touche, ce qui les préoccupe. Donc, c'est pourquoi qu'on va relancer, en fait, une nouvelle consultation nationale. Puis cette fois, bien, vraiment, on va inviter les jeunes à s'exprimer sur leur réalité locale, régionale, nationale, internationale, s'ils le désirent, à partir des 17 objectifs de développement durable. Donc, c'est ça le scoop de ma présence. C'est vraiment, en fait, le thème là, central qu'on va miser sur cette consultation-là. Parce qu'on est d'avis, justement, on en parle aujourd'hui, que les ODD, c'est vraiment une force de mobilisation pour tout le monde, mais pour nos jeunes aussi. Puisqu'en 2018, en fait, c'était déjà des questions qui ressortaient prioritaires, tout ce qui est des enjeux environnementaux, l'égalité, la paix, donc la justice. Donc, c'est tous des grands thèmes qui venaient chercher les jeunes puis qui les préoccupaient beaucoup. Donc, on trouve aussi justement, donc on s'est dit, ben, on va y aller de pair, on va aller les consulter directement sur les ODD. Et on trouve que c'est une belle porte d'entrée aussi pour rassembler comme l'ensemble de tous les acteurs qui sont autour de nous, du réseau, sur un objectif qui est commun. Donc, concrètement, les ODD vont vraiment pouvoir nous aider à nous servir d'impulsion, en fait, pour les consultations, pour donner des grandes thématiques aux jeunes, pour qu'ils puissent s'identifier à des enjeux, qu'ils puissent trouver des pistes de solutions qui vont vraiment, là, dans le fond, se décliner en actions concrètes puis locales chez eux. Donc, l'objectif vraiment, là, suite à nos consultations, non seulement c'est d'analyser en fait toutes ces données-là pour dresser un portrait national des priorités jeunesse au niveau des ODD, mais ça va être d'illustrer en fait des portraits régionaux aussi. Donc, sur les 17 régions administratives, on veut faire ressortir des portraits qui sont importants parce qu'on se dit peut-être qu'à Montréal, ça ne sera peut-être pas les mêmes enjeux, les mêmes priorisations, par exemple, qu'en Gaspésie. Donc, on veut pouvoir vraiment là, offrir là, un beau portrait de la réalité de la jeunesse québécoise. Donc, le but aussi, justement, en dressant en fait ces portraits-là, c'est de pouvoir emmener les jeunes à réaliser vraiment des actions dans leur milieu, puis de se mettre ensemble avec des partenaires et tout ça pour faire émerger leurs solutions, leurs idées innovantes, justement, pour qu'on puisse essayer ensemble de travailler sur l'atteinte de ces objectifs. Donc, évidemment, pour parvenir, on ne pourra pas y arriver juste nous aussi toutes seules. C'est le cœur de la rencontre aujourd'hui. Donc, on veut faire un pont, ce qu'on commence déjà un petit peu à faire avec la recherche pour évaluer l'impact que ça peut avoir chez les jeunes sur leur territoire. On veut travailler en collaboration avec le secteur privé, avec la société, milieu communautaire, établissement scolaire. On est vraiment très, très ouvert à aller partout
en fait, parce qu'on souhaite vraiment comme bâtir ensemble un avenir pour notre jeunesse, en fait. C'est l'avenir de demain. Puis justement, l'ODD 17, qui est le partenariat, bien, on pense qu'on va y arriver justement en unissant nos forces, nos expertises, nos intérêts. Tout à l'heure, on disait justement qu'on ne parle pas tout le temps des fois le même langage, on n'a pas nécessairement toujours les mêmes missions non plus, mais on peut toujours se rejoindre à travers cet ODD-là de partenariat. Puis c'est ce qu'on veut faire, en fait, c'est d'offrir la possibilité aux jeunes de réaliser, peu importe l'ODD qu'ils veulent prioriser eux-mêmes, c'est de leur offrir ce qu'ils ont besoin pour se mettre en action, puis de le développer concrètement. Puis à travers les 111 CJE, nos partenaires actuels, nos futurs partenaires, bien, on veut essayer d'y arriver ensemble. Donc, si je peux peut-être faire un bébé wrap-up, parce que j'en ai peut-être perdu en cours de route, là, il y a plusieurs étapes au projet. Dans le fond, c'est qu'on consulte les jeunes sur les enjeux importants à travers les ODD, les solutions qu'ils envisagent, qu'ils voient. On analyse le tout. On rend nos données publiques pour qu'on puisse travailler ensemble puis concrétiser leurs projets à eux, leurs projets qui leur tiennent à cœur. Puis on pense que ça va être comme ça aussi qu'on va mobiliser des actions qui vont être pertinentes si on y va avec ce qu'eux ont envie de travailler. Donc, voilà. Merci beaucoup, Marie-Michel. Je suis très content d'entendre cette initiative-là. Ceux et celles qui me connaissent savent que j'accorde une importance vraiment grande à la voix des jeunes dans les décisions qu'on doit prendre pour l'avenir du monde. Donc, merci pour cette présentation. Donc, après avoir entendu une représentante du secteur privé, on était plus dans le secteur associatif au BNL avec le réseau des centres jeunesse emploi du Québec. On va changer maintenant de lieu d'application des ODD pour aller au niveau de la gouvernance locale. Donc, la prochaine intervenante sera Anna Flavia Cardozo-Alves de la Ville de Québec. Donc, Anna Flavia. Bonjour à tous et je suis impressionnée, Olivier, vous avez tellement bien dit mon nom. Bravo. Et Marie-Michel, j'entendais votre présentation hein, et ça me fait vraiment penser à la démarche de la ville. Hein. Vous allez comprendre, je vais donner les grandes lignes. Et vraiment, c'est un peu comme ça qu'on a fait aussi la nôtre. Donc, bon, vous comprenez que la Ville de Québec, ça fait des années hein, qu'on travaille pour l'environnement. Même avant la fusion des villes, on trouvait des documents qui parlaient beaucoup de prendre soin de l'environnement. Hein? Et bon, avec la fusion des villes, on a trouvé des stratégies de développement durable qui avaient comme but d'améliorer l'intégrité de l'environnement, l'équité sociale et l'efficacité économique. Donc, on savait qu'on était dans les bonnes voies. Et je dirais qu'à l'été 2019, on a un peu élargi notre champ de pensée, d'action hein, pour aller chercher pour aller englober toutes les dimensions relatives au développement durable. Donc, on a été accompagné par la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi et on a commencé à réfléchir notre stratégie de développement durable comme base, en ayant comme base hein, les 17 ODD de l'ONU. Donc, moi, je dirais, on a toujours eu en tête hein, que la ville, on avait plusieurs visions et stratégies politiques, plans d'action, et tout était, je dirais, un peu, c'était ciblé, on dit en silo, hein, c'était ciblé sur un sujet, sur l'autre. Elle n'était pas contradictoire, ces documents-là n'étaient pas contradictoires les uns avec les autres, mais ils ne permettaient pas non plus qu'on dégage une perspective globale de nos activités en développement durable. Donc, on a pensé à notre stratégie de développement durable comme étant comme un plan de match essentiel hein, et aussi à l'horizon 2030, autour duquel la ville va articuler tous les services qu'on rend à la population. Donc, à l'interne, on parle de la stratégie de développement durable comme étant les chapeaux de nos politiques, des stratégies, parce que pour nous, les clients est au cœur, hein, mais je dirais que les deux vont ensemble, hein, les clients et le développement durable. Donc, nous, cette démarche a été appuyée par l'ensemble de paliers décisionnels à la ville et on a fait
vraiment appel à la participation de la population. Donc, c'est ça, Madame Fortin, que j'ai entendu dans votre présentation. Hein. C'est nous, on a consulté depuis le départ les organismes partenaires pour nous aider à trouver, par ODD aussi, c'était quoi les enjeux, les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces. Hein. Donc, on passait vraiment par une analyse stratégique. Et on consultait les employés de la ville. Vous comprenez, on a presque 6 000 employés à la ville, hein, donc pour aussi nous aider dans les analyses. Monsieur Kiri parlait aussi dans sa présentation pour l'analyse systémique de durabilité. Effectivement, on a utilisé l'analyse dans notre cas pour aider à prioriser nos ODD. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas agir d'une seule fois aux 169 cibles. Hein. Donc, on a priorisé, on regardait c'était quoi dans les pouvoirs de la ville et on est arrivé à 25 cibles prioritaires. Donc, c'est ça qui définit nos plans d'action pour les prochains quinquennales. Bon, mais je reviens. Je vais vous donner un peu les exemples des actions concrètes qui sortent de notre stratégie. On a fait la stratégie, on s'est doté d'une belle vision très inspirante, on appelle la collectivité à participer, on est allé en consultation publique, donc on dit citoyens, participez, qu'est-ce que vous pensez des idées qu'on a déjà sur la table, donnez-nous de nouvelles idées et après, on arrive avec 2 plans d'action, avec des actions complètes, un plan d'action qui est ciblé un peu plus en action climatique et un autre plan d'action qui est ciblé plus avec des actions solidaires ou sociales. Hein. Donc, par exemple, là, on va, par exemple, combattre la pauvreté. On met en place notre plan d'action solidaire avec 16 projets majeurs et plus de 100 actions ciblées principalement sur la cohésion sociale, la santé globale et la transition, que vous avez parlé aussi de transition, hein, comme changement de comportement de tout le monde. Donc, exemple d'action, hein, par exemple, la ville a mis en place aussi la vision de l'habitation. Donc, un des objectifs, entre 2020 et 2025, on va réaliser 2600 nouveaux logements sociaux abordables. D'autres, hein, on parle aussi de partenariats. Vous allez voir que dans mon discours, on va parler beaucoup de partenariats. La ville collabore avec des concertations régionales en matière d'itinérance et de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. De l'autre côté, ça, c'est action comme solidaire, hein, que nous, on appelle action solidaire, c'est le volet plus social. Il y en a plus qu'une centaine, comme je vous ai dit. Si on parle plus des actions climatiques, donc la mise en place de notre plan de transition et action climatique avec 20 projets majeurs et aussi plus de 100 actions qui sont ciblées principalement sur la décarbonisation, sur la résilience et la transition. Donc, par exemple, les réseaux structurants de transport en commun, les projets des milieux de vie durables avec 6 composantes étant mobilité, services de proximité, logement, milieu naturel, espace public et vie communautaire et sociale. Les îlots de fraîcheur urbains pour atténuer les risques reliés à la chaleur et préserver la santé des citoyens. Les rues conviviales, qui sont des rues actives, vertes et hivernales pour réduire les inégalités sociales. On considère aussi que ce sont des importants leviers économiques locaux. On a aussi, juste pour vous donner une idée, les tests climat. Les tests climat, c'est un test qu'on va mettre en place pour préalablement déterminer si une initiative, elle va faire progresser la ville dans le développement durable. Et tout ça, pour nous, les 2 plans d'action pour l'instant, et on sait qu'on va avoir d'autres projets, hein, c'est vraiment pour viser une ville plus juste, écologique et prospère. Donc, la question de ville plus juste, économique et prospère est souvent dans nos présentations. C'est un message qu'on répète comme étant notre guide. Si je parle maintenant spécifiquement du volet de collaboration, donc j'espère qu'avec la première partie, vous avez compris un peu la démarche de la ville et vous avez fait un peu les liens avec les présentations d'avant. Là, on sait que la ville, elle peut exercer un leadership dans cette démarche de développement durable, mais c'est loin, on ne peut jamais agir toute seule. Hein? Et on compte
on considère que les citoyens et les organisations doivent contribuer à l'atteinte des cibles et des objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, d'abord, je vais parler de la communauté scientifique on reconnaît que c'est un apport essentiel dans notre prise de décision, dans toutes nos actions climatiques. M. Kéry mentionnait l'analyse systémique de durabilité. On a été aussi accompagné par la chaire Annick au Conseil pour évaluer un peu les impacts de nos projets et autres. Je dirais aussi que en plus de donner les rôles que M. Kéry a nommés comme facilitateur, catalyseur, la communauté scientifique nous permet d'aller plus loin, de voir un peu en dehors ou des années d'avance avec vos recherches et tout. Vous nous permettez d'être très avant-gardistes. Donc, je reconnais aussi l'Institut EDS, l'Université Laval qui nous accompagne tout le temps aussi et qui viennent nous amener des points ou nous proposer des recherches qui sont vraiment intéressantes pour qu'on essaye dans la partie à la ville qui vient impacter directement la vie du citoyen. J'avais donc j'avais aussi en tête les CIUS de la capitale nationale, Pulsar. Et je vais donner un exemple concret aussi. Les 3 principaux objectifs de notre plan d'action, de notre plan de transition et action climatique sont, premièrement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, la ville, on a mis pour 2030 l'objectif ambitieux de réduction de 45 %. Mais là, avec les projets qui sont dans notre plan d'action, on est capable de, dans les 45 %, on agit sur 10 points percentuels. Donc, 10 % c'est la ville. 25 %, on sait que ce sont les mesures du gouvernement provincial. Et les restants, les 10 % restants, on considère vraiment que ça va être les efforts de la collectivité. Mais nous, on va encourager la collectivité dans ça. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'ensemble, avec les partenariats, avec la collectivité, qu'on va être capable d'atteindre des cibles ambitieuses comme ça. Et autres, on a aussi des cibles pour la résilience et des cibles de transition. Notre cible de transition, c'est avoir 92 % des citoyens en action. Donc, c'est un indicateur, c'est une mesure qui est en partenariat, qui est réalisée avec l'Université Laval. Et c'est pas rien, 92 % de la population des citoyens de Québec, si on fait quelque chose, je pense que c'est là la clé. Partenariat, c'est une plante de collectivité. Et voilà la démarche de la ville, Olivier. J'ai été impressionnée par votre capacité tantôt de synthétiser les blocages. Je suis sûre que vous allez faire un beau travail de synthèse aussi dans ces deuxièmes blocs. Merci. Merci, Anna-Flavia, pour cette présentation, pour avoir suivi un peu de loin la démarche de la Ville de Québec. Je suis content d'avoir une petite actualisation, mise à jour, en fait, de ces retombées. On va terminer les présentations du panel du bloc 2 avec l'intervention d'Evelyne Tifo, qui est professeure agrégée à l'Université Laval. Evelyne? Oui, bonjour à tous. Oui, donc je suis professeure au département des sciences du bois et de la forêt à l'Université Laval. Et donc, j'enseigne l'aménagement forestier et l'écologie forestière à des futurs ingénieurs forestiers et des futurs professionnels de l'environnement. Je suis moi-même ingénieure forestière. Et la ligne directrice de mes travaux et de mon enseignement, c'est le rôle de la foresterie, donc du secteur forestier, des territoires forestiers dans la lutte contre les changements climatiques et la transition énergétique. Donc, c'est ça, je suis ingénieure forestière et je travaille souvent en partenariat avec des compagnies forestières. Et donc, souvent, mes interlocuteurs, ça va être d'autres ingénieurs ou des techniciens qui ont des questions ou des préoccupations très pratiques, souvent financières, mais donc qui s'inscrivent dans des préoccupations plus larges là, de développement durable. Donc, un exemple, c'est récemment, c'est qu'il y a plusieurs compagnies forestières qui sont présentement qui fournissent des produits du bois, par exemple pour la construction, qui veulent pénétrer la filière de la bioénergie. Donc, tantôt, on parlait de biénergie. Là, la bioénergie, donc, c'est l'énergie à partir de la biomasse.
notamment la biomasse forestière qu'on a. Donc, on a des ressources forestières abondantes là, sur le territoire québécois. Et donc, on voit qu'à l'échelle mondiale, la bioénergie est considérée comme une des voies de la transition énergétique parce que c'est des technologies assez simples. La biomasse est disponible partout dans tous les pays du monde. Et donc, c'est une alternative d'énergie renouvelable là, qui est explorée par plusieurs acteurs, dont des compagnies forestières. Mais donc, d'un point de vue très pratique, ils disent, bon, on voudrait se développer un bras bioénergie forestière dans nos activités, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de pratique de récolte forestière? Par exemple, on récolte du bois déjà pour faire du bois de sciage, mais qu'est-ce qu'on doit faire en termes d'adaptation pour qu'on récolte aussi de la biomasse forestière pour faire de la bioénergie? Donc, ils ont ces questions-là très concrètes. Donc, c'est souvent que ce genre de questions-là qui vont m'arriver. Et là, vu que bon, la récolte forestière, le fait d'aller chercher des arbres, des parties d'arbres pour faire des produits ou faire de la bioénergie, ça peut avoir des conséquences sur la santé des écosystèmes, donc qui est un autre des objectifs de développement durable. Donc, on se préoccupe de la vie terrestre, dont la santé des écosystèmes. Mais quand on dit ça, OK, est-ce que ça a des conséquences pour la santé des écosystèmes? D'un point de vue pratique, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce qu'on doit aller mesurer? Est-ce que mes pratiques de récolte, la récolte que je fais dans mon contexte, par exemple sur la Côte-Nord ou en Abitibi, est-ce que ce que je fais a des impacts négatifs sur la santé des écosystèmes? Donc, les compagnies, les ingénieurs, les techniciens ont besoin d'être accompagnés pour voir comment est-ce qu'on traduit ça de manière pratique en mesure terrain. Donc, très souvent, mon équipe de recherche, on va accompagner ce genre d'acteurs-là d'abord dans la veille scientifique. Donc, on est comme leurs yeux et leurs oreilles sur le développement de la recherche à l'international. Et après ça, d'un point de vue pratique, dans leur contexte, on est les bots sur le terrain qui va aller récolter des données empiriques sur les écosystèmes pour tester leurs propres pratiques d'aménagement dans leur contexte spécifique. Et donc, on regarde c'est quoi les meilleurs protocoles, les meilleures variables qu'on doit aller mesurer de manière empirique là, sur le terrain pour évaluer l'impact ou des fois les côtés positifs ou négatifs là, de leur pratique d'aménagement. Donc, on les aide à générer des données terrain et à interpréter aussi ces données-là. Donc, si j'ai des données de chimie du sol, comment qu'on fait pour interpréter ça? Donc, on leur donne des recommandations sur les meilleures pratiques possibles, sur les adaptations à leurs pratiques qui leur permettraient de s'approvisionner en biomasse forestière tout en respectant les écosystèmes. Et donc, on leur fait des recommandations, mais aussi on développe des outils pratiques, des protocoles et des façons d'interpréter les données pour qu'ils deviennent. J'ai aimé l'expression que c'est M. Forget, je pense qu'il disait qu'ils doivent se sentir rapidement intelligents et compétents. Et donc, comment est-ce qu'ils peuvent devenir autonomes pour eux autres mêmes, avec le temps, être capables d'aller eux autres mêmes vérifier l'impact de leur pratique d'aménagement sur le terrain. Et donc, on travaille avec eux pour ça. Donc, on fait avancer les connaissances internationales, en même temps, les connaissances scientifiques. Ça me permet de publier des articles, mais d'un autre côté, ça leur fournit des outils pratiques pour qu'ils deviennent autonomes. Et moi, après ça, je peux me revirer de bord et prendre ça et mieux former les futurs ingénieurs forestiers, les futurs professionnels de l'environnement. Donc, ça me permet de voir c'est quoi les questions pratiques urgentes à laquelle vous allez devoir répondre quand vous allez être sur le marché du travail. Donc, c'est ça les questions qu'on se pose quand on est en entreprise et qu'on a des enjeux d'aménagement forestier dans un contexte d'aménagement forestier durable et de développement de la bioénergie. Et donc, voici les outils pratiques là, qu'on a développés récemment. Donc, ça me permet de former donc, du personnel qualifié qui, après ça, va rentrer sur le marché du travail et va pouvoir faire une différence aussi, puis accélérer l'atteinte donc, des objectifs de développement durable. Puis un autre avantage qu'on voit à ce genre de recherche-là, c'est que le partenariat que je fais avec les entreprises, ça fait aussi que dans nos conversations, ça permet de leur permettre de réaliser les autres considérations de développement durable qui doivent tenir compte. Donc, ils travaillent sur la bioénergie, donc la question de développer une énergie propre, mais ça a une conséquence pour la lutte contre les changements climatiques, ça a une conséquence pour la vie, la santé des écosystèmes. Vu que c'est territorial, ça a aussi une conséquence sur les communautés qui vivent sur les territoires. Et donc,
de leur faire réaliser de cette idée d'approche territoriale, puis qu'il y a plusieurs enjeux de développement durable qui sont reliés. C'est leurs questions pratiques liées à leur pratique d'aménagement forestier, à la bioénergie. C'est très pointu, mais ça a quand même des répercussions puis des liens avec d'autres objectifs de développement durable. Et donc, ça permet d'aider les compagnies à s'ouvrir à ces réalités-là et après ça, eux autres mêmes, à se mettre en contact donc avec d'autres groupes là, qui peuvent les accompagner, là, par exemple, sur les questions de travail avec les communautés autochtones, par exemple, sur les territoires forestiers. Donc, ça résume là, le travail là, que je fais là, avec les compagnies forestières. Merci beaucoup, Evelyne, de cette présentation qui nous amène maintenant dans le milieu académique et de formation. Et on a parlé de foresterie, d'usage du bois. Donc, on voit dans les 4 interventions qu'on a eues dans le bloc 2, la diversité, en fait, des lieux d'atterrissage des ODD dans différents secteurs. Merci. Je vais tenter une synthèse aussi concrète là, que dans le premier bloc. Là. Donc, je trouve que ce qu'on a eu, en fait, dans ce deuxième bloc, c'est des illustrations concrètes de mise en œuvre des ODD dans différents secteurs. C'est très cohérent. En fait, je trouve que ça fait écho aux présentations qu'on a eues dans le bloc 1, donc par les membres du comité organisateur. Donc, sans répéter ce qu'on a retenu, en fait, des allocutions des intervenants et intervenantes du bloc 1, qu'est-ce que je retiens? Bien, que l'action est en marche déjà dans plusieurs secteurs, donc énergétique, aménagement du territoire, urbanisme, participation publique, notamment des jeunes, logement, foresterie, et j'en passe. Et on trouvait important aussi de mettre de l'avant ces différentes initiatives-là pour voir de manière plus concrète comment les ODD sont en train de tailler tranquillement leur place dans les différents secteurs au Québec. Les différentes présentations qu'on a eues illustrent encore une fois la pertinence de la collaboration. C'était voulu, hein? Les actions qu'on vous a présentées aujourd'hui ont toutes pu voir le jour grâce à un travail collectif, collaboratif. Des fois entre des organisations, des fois entre des secteurs, des fois entre les directions d'une même organisation. Des fois entre la recherche et le terrain, et plus encore, des fois en impliquant citoyens, citoyennes, employés, employés. Donc, on a eu en fait plusieurs démonstrations de la pertinence des diverses collaborations. Un constat que je fais, j'ai l'impression que le développement durable et les ODD, peut-être plus spécifiquement, c'est un bon prétexte pour sortir des silos. Le travail collaboratif intersectoriel, c'est un peu intrinsèque au développement durable. Donc, on peut le voir à la fois comme une condition du développement durable, mais aussi comme une opportunité dans vos différents milieux de convaincre des gens de s'ouvrir en fait à des nouvelles collaborations. Qu'est-ce que je constate? Bien, que ce n'est pas toujours facile, hein? On l'a mentionné, ça peut être plus long, ça peut être plus complexe de travailler avec plusieurs acteurs. On a besoin de prendre le temps de développer un langage commun, une compréhension commune des enjeux, de s'arrimer tous et toutes, mais j'ai l'impression, dans ce qu'on a entendu, que les avantages l'emportent sur les défis. Donc, on a souligné à travers les 4 présentations l'importance de mobiliser les forces et expertises dans une perspective de complémentarité, de mettre en commun les forces, les outils, les ressources des différentes organisations. On voit que ça peut amener une meilleure identification des priorités. Ça peut nous amener à trouver des solutions plus pertinentes, plus adaptées. Des nouvelles idées, des nouvelles initiatives peuvent émerger aussi des collaborations et on peut, dans des collaborations, augmenter la portée des actions aussi. Donc, trouver quelqu'un qui va nous aider à pousser plus loin des initiatives qu'on aurait voulu mettre en place. Mais je pense qu'au-delà des impacts très concrets là, que je viens de vous mentionner, en collaborant, on modifie aussi notre façon de travailler. Donc, on développe une ouverture à des nouvelles idées, à des nouveaux discours, à des nouvelles perspectives et ça nous amène souvent à penser en dehors de notre boîte habituelle. Là. Donc, ça a été mentionné aussi. Donc, en gros, en collaborant, on apprend à mieux collaborer, puis on peut voir le travail collaboratif intersectoriel comme une compétence en soi qui peut être développée. On l'a vu notamment là, dans la dernière présentation où des étudiants, finalement, qui apprennent dans leur cursus académique à travailler en collaboration vont développer finalement ces compétences-là. Donc, encore une fois, on voit la pertinence de travailler de manière collective, collaborative à l'atteinte des ODD et à l'accélération de leur opérationnalisation sur le territoire au Québec.
Maintenant, ben, pour conclure, ça c'était la petite synthèse du bloc 2 que je crois les organisateurs pourront vous rendre disponible après l'événement. Donc, pour conclure un peu cette séance, là, on arrive à la fin, il est 11h30. Mais je voulais vous rappeler un peu les objectifs que les organisateurs avaient identifiés. Donc, on voulait d'abord et avant tout démontrer l'importance de la collaboration, de la mutualisation des réseaux, des acteurs, des ressources. Donc, je pense que ça, c'est un objectif atteint à travers plusieurs démonstrations concrètes là, des retombées positives du travail collaboratif. On voulait aussi vous présenter quelques éléments d'avancement qui démontrent que la mise en œuvre des ODD au Québec est à l'œuvre. Encore une fois, on a pu voir comment cette opérationnalisation-là des ODD se traduit dans divers contextes, dans divers secteurs, à diverses échelles aussi. On a vu plusieurs initiatives, puis je me permets en fait de rappeler qu'en établissant ou en élargissant la communauté de pratique pour être davantage intersectorielle, d'impliquer davantage les différents secteurs, donc privé, académique, OBNL, municipal, de la recherche, mais ça permettrait de multiplier les initiatives du genre, les initiatives comme on l'a vu ce matin. Donc, on avait aussi comme objectif d'appuyer finalement sur l'importance d'élargir la communauté de pratique pour la mise en œuvre des ODD au Québec. Donc, je pense que ça a été atteint aussi. Puis enfin, ben, on voulait lancer un peu aujourd'hui le travail pour l'élaboration d'une feuille de route collective, donc dans un mode co-construction. Donc, j'ai l'impression que cette feuille de route-là permettrait davantage de fédérer l'action des acteurs, leurs connaissances, leurs expertises, leurs moyens d'action, leurs ressources, leurs outils pour optimiser la mise en œuvre des objectifs de développement durable au Québec. Donc, on revient encore une fois à la pertinence de cette feuille de route-là. Maintenant, le temps était court aujourd'hui. On voulait faire un état des lieux. Comme je vous le mentionnais, il y aura d'autres occasions d'en discuter. Les intervenants et intervenantes vous ont proposé différents moments de discussion, d'échange à venir, notamment à l'ACFAS, notamment à l'école d'été du CIRA. Donc, il y aura d'autres occasions qui viendront. C'est un premier rendez-vous aujourd'hui. Je vous remercie tous et toutes de votre écoute, de votre participation, de votre générosité aussi pour les intervenants et intervenantes. Je remercie le comité organisateur à la fois de Together Ensemble et de cet événement spécifique d'avoir permis en fait ces échanges et ces partages. Donc, merci à tous et à toutes. Puis, je laisse le mot de la fin maintenant à Charles Baudry qui va clore cette activité. Merci beaucoup, Olivier, pour ton excellent travail de synthèse. Je pense qu'on est tous un peu surpris de ta capacité à prendre l'information et à la résumer de manière très succincte. Moi, une observation qui m'a frappé dans les dernières interventions, puis je vais conclure avec ça, c'est qu'on est en fait tous un peu convaincus déjà de la valeur des ODD autour de la table. Donc, quand tu parles d'élargissement de la communauté de pratique, une des choses que je vis au quotidien, c'est des organisations, des réseaux qui se questionnent sur par où commencer pour intégrer les ODD dans ma planification, dans le futur de mon organisation. Puis, ce que j'ai entendu aujourd'hui dans le bloc 1 ou dans le bloc 2, c'est que les ressources existent, puis le travail a été fait déjà dans plusieurs réseaux. Donc, l'importance à la fois de mailler qu'est-ce qui existe déjà et d'aider les autres organisations qui se demandent en ce moment par où commencer. Il faut trouver une manière qui est plus efficace de le faire. Donc, j'ai vu aussi là, dans les commentaires l'idée de course à relais. Comment est-ce qu'un groupe qui commence à élaborer une feuille de route, on puisse élargir un peu le cercle d'intervenants. Donc, je voulais simplement mentionner que tout ce qui a été dit est très pertinent et va être utile pour poursuivre notre travail collectif. Donc, je pense qu'avec le comité organisateur, je remercie tout le monde qui a participé. Donc, Chloé, Daniel et Liliana, ça fait quelques temps qu'on travaille sur cet événement-là à préparer. Merci à tous. Puis, je pense qu'on va préparer une synthèse également de ce qui a été discuté et des prochaines étapes qu'on entrevoit pour poursuivre cette élaboration de feuilles de route collective. Donc, merci à tous. Puis, les autres membres du comité organisateur, si vous avez d'autres mots à laisser avant la fin, je vous laisse prendre la parole, mais merci aux participants et merci à tous les conférenciers.
Merci beaucoup, Charles. Peut-être j'inviterai les participants, s'ils ont des activités ou des éléments à nous partager, qui voudraient qu'ils fassent partie de cette feuille de route collective qu'on est en train de bâtir. Et on vous invite donc à le poster sur le chat. Il nous reste encore quelques minutes, donc on pourrait avoir cette contribution-là. Également, s'il y a un autre des panélistes qui veut intervenir pour un mot de la fin ou pour commenter l'ensemble de l'activité, ça serait l'occasion. Merci. Merci beaucoup, Liliana. Merci à tous les participants et participantes d'avoir été là. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. Merci aux intervenantes du Bloc 2. C'était des initiatives qui, ma foi, hallucinantes et très inspirantes. La manière dont vous avez fédéré les différents acteurs dans tous vos projets, c'est vraiment très inspirant. Je réitère juste ce que Liliana vient de dire. Si vous avez des projets, vos contacts, vous pouvez les laisser dans le chat aussi. Je pense qu'on va avoir accès un peu au contact des participants à travers Together Ensemble, mais s'il vous plaît, si vous voulez nous laisser vos informations aussi, on va pouvoir reprendre contact avec vous. Puis effectivement, là, ce qui ressort de cette session-là va être partagé et on a bon espoir de pouvoir se re-rencontrer dans le futur. Donc, un grand merci d'avoir été là. Puis le CIROD est super content de faire partie de cet événement-là. Super, je vois des courriels qui arrivent dans le chat, donc je pense que la communauté est en train de s'élargir tranquillement. Daniel? Non, je voulais juste un espace pour parler, puis je dis rien, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Super. Ben, écoutez, je vous remercie à tous et à toutes, puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée, belle fin d'événement pour ceux qui poursuivent leur assistance là, à Together Ensemble. Donc, au plaisir de vous recroiser dans une des occasions à venir. Je pourrais peut-être faire juste une petite bande-annonce pour cet après-midi. Il y a un autre événement pour ceux qui sont dans le monde académique, institutionnel, de l'importance et de la pertinence de faire des rapports sur les objectifs de développement durable. Qu'est-ce qu'on peut retirer comme sens à ces exercices imposés-là? Voilà. Merci, bonne journée. C'était pertinent. Merci, Daniel. Ouais. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde.